Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le contentieux qui oppose les Comores à la France au sujet de Mayotte, toujours en instance. Depuis 1976, les différents gouvernements comoriens ont tenté de résoudre ce différend. Réaction à ce sujet du président comorien Azali Assoumani dans ce journal. Plusieurs pays africains ont été sanctionnés par la communauté internationale au cours de leur histoire. Le Parlement panafricain dénonce ces sanctions financières, diplomatiques ou économiques. Nous verrons pourquoi. Et puis, focus sur les conséquences de la crise au Soudan du Sud. Le pays vit depuis décembre 2013 une guerre civile meurtrière opposant le président Salva Kiir aux ex-rebelles du vice-président Riek Machar. Le conflit a fait plus de 2 millions de déplacés et plusieurs dizaines de milliers de morts. La question du contentieux qui oppose les Comores à la France est toujours d'actualité pour le président des Comores, Azali Assoumani. Le chef de l'État de l'Union des Comores en visite en France ce samedi 19 novembre 2016 est également préoccupé par d'autres enjeux politiques. Mélina Bokassa nous explique lesquels. C'est une épine dans le pied qui nous empêche d'avancer. Ce sont les propos du président des Comores, Azali Assoumani, sur le contentieux opposant les Comores à la France au sujet de Mayotte. Invité sur le plateau d'Africa 24 ce samedi 19 novembre, le chef de l'État comorien a expliqué sa position sur l'intégrité du territoire comorien. Le droit international confère Mayotte Comores. On a essayé de créer une espèce de droit pour dire que Mayotte est français. Là, il y a un problème que tout le monde est d'accord qu'il y en a un. Et même les autorités françaises diversifiées en ont convenu qu'il y avait un problème. Maintenant, c'est à nous de trouver une solution. Moi, sans prétention aucune, je n'ai pas innové, puisque le problème a été déposé au niveau de toutes les organisations internationales, l'ONU, l'OIA, la Ligue arabe. Effectivement, ils sont d'accord. Mais jusqu'alors, le problème n'est pas résolu. Donc moi, maintenant, je vais essayer de convaincre nos partenaires, les Français, convaincre nos frères, les Maoris, qu'effectivement nous avons tout à gagner à être ensemble plutôt qu'à être divisés. En fait, l'union fait la force. Après son passage à Paris, le président comorien se rendra à Malabo, en Guinée équatoriale. Il est attendu pour participer à la 4e édition du sommet Afrique-Monde arabe. L'occasion pour le chef de l'État de proposer aux investisseurs ce que les Comores peuvent offrir aux pays participants. Notre union fera en sorte qu'effectivement les moyens qu'ils amènent chez nous, ce n'est pas pour nous donner gratuitement. Au contraire, on va essayer de les positiver. On va essayer de faire en sorte que tout le monde en gagne. Comme disent nos amis chinois, gagnant-gagnant. La diplomatie présidentielle n'a pas manqué par ailleurs l'occasion de faire entendre la voix des Comores à la COP22 à Marrakech au Maroc. Une conférence qui s'est clôturée ce 18 novembre avec des engagements pris par les participants. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans le monde, le président Azali Assoumani se dit réconforté par la ratification de l'accord par de nombreux pays, tant pollueurs que pollués. L'organe parlementaire de l'Union africaine joue un rôle important dans la coopération continentale. Une importance qui se traduit par son travail consultatif sur les différentes questions qui touchent le continent africain, notamment celles relatives aux sanctions internationales. Explication dans ce reportage de Djibril Fofana, commenté par Siemlo Victoria Sedji. Les parlementaires panafricains s'insurgent contre les sanctions économiques à l'égard de certains pays du continent. Au total, 15 États africains ont été au cours de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. L'Union européenne et les États-Unis utilisent ces mesures coercitives comme solution à des crises politiques et humanitaires. Décrétées souvent de manière unilatérale, ces sanctions ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'elles sont commerciales et économiques, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables. 2 pays sur le continent symbolisent ces situations, le Soudan, victime des sanctions des États-Unis depuis près de 2 décennies, et le Zimbabwe, qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis 2012. Nous dénonçons vigoureusement les sanctions contre les pays du continent, à l'instar de celles qui frappent aujourd'hui le Zimbabwe et le Soudan, et les déclarons illégales et illégitimes. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces sanctions et l'impérialisme est de nous unir à travers un gouvernement continental.
Une unité continentale qui renforcera la capacité de l'Afrique à influencer les décisions la concernant. C'est ce qui justifie la volonté des États africains à exiger 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus des Unis en 2005. Seulement, voilà. Le continent ne parvient toujours pas à harmoniser sa position sur les pays qui pourraient le représenter au sein du Conseil de sécurité. Les chefs d'État doivent réfléchir, mener la réflexion, poser des critères de sélection. Parce qu'une fois qu'il y a ces critères, qu'on soit unanime là-dessus, on évalue tous les États qui posent leur candidature. Et au fur et à mesure, on élimine et au bout du compte, on retiendra 2 ou voire 1. Je pense qu'il vaut mieux mener cette stratégie, mener cette démarche pour éviter les frustrations et éviter l'exclusion pour ne pas avoir vraiment à créer des problèmes. Et afin que l'Afrique parle d'une même voix au sein de ce futur Conseil de sécurité des Nations Unies qui va voir le jour. Les parlementaires panafricains sont aujourd'hui mobilisés pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Une institution dénommée l'Alliance parlementaire panafricaine pour la réforme du Conseil de sécurité a été créée dans ce sens. Elle a pour mission de donner une impulsion au travail réalisé par le C10, un comité de 10 chefs d'État établi par l'Union africaine pour une position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. Et nous recevons sur ce plateau le président du Parlement panafricain, Roger Kodondang. Bienvenue sur ce plateau, monsieur Roger Kodondang. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kodondang, dites-nous, récemment à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Parlement s'est prononcé contre des sanctions internationales à l'égard des pays africains. Comment le Parlement compte-t-il rendre effectives ces déclarations sur ce sujet? Merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que le Parlement a tenu une session ordinaire conformément à l'article 34 de son règlement intérieur dans un pays membre de l'Union africaine, en Égypte. Et au cours de cette session, nous nous sommes prononcés sur les sanctions coercitives imposées à certains pays africains, notamment en ce qui concerne l'Égypte. Depuis 25 ans, les États-Unis ont imposé les sanctions coercitives contre l'Égypte, mais on se rend plus compte que ces sanctions ont plus l'effet négatif sur les populations. Or, nous, en tant que parlementaires, nous disons non. Il faut. Nous ne protégeons pas l'impunité, mais nous disons s'il y a des sanctions imposées, il faut que ces sanctions soient ciblées et soient dirigées par ceux-là qui peuvent être vulnérables, qui peuvent être atteints, mais non les plus vulnérables tels que la population qui souffre actuellement en Égypte. Et vous, au sein du Parlement, vous auriez eu la possibilité de légiférer, si vous auriez justement ce pouvoir de légiférer. Vous ne l'avez toujours pas et depuis la Grèce antique, le rôle du Parlement, c'est bien de légiférer. Quand est-ce que vous serez habilité à le faire? Nous sommes en bonne voie. Le protocole amendé de Malabo a déjà eu 15 signatures par les États partis. 5 l'ont déjà ratifié et déposé les instruments de ratification. Il nous faut en effet 28 signatures et 28 ratifications pour que nous puissions commencer à légiférer. Mais au-delà, le mandat du Parlement panafricain est de se prononcer sur toutes les questions politiques, mais se prononcer, économiques. C'est peut-être pas suffisant. Non, suivez. Se prononcer, ça veut dire que nous donnons des avis. Mais maintenant, le plus dur pour nous, le plus fort, si vous voulez, pour le Parlement, serait de légiférer pour que ça ait des effets. Mais tel que nous avons pris la résolution prise par le Parlement panafricain, à force de loi, nous nous sommes prononcés sur les sanctions contre le Soudan et nous entendons déposer cette résolution au Congrès américain pour dire non, les populations soudanaises continuent à souffrir des sanctions. Il y a des enfants qui sont nés au Soudan, ça fait 25 ans aujourd'hui, ils ne connaissent que ces sanctions. Or, le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'en dehors de l'éducation, en dehors de tout ce qu'il peut amener l'intelligence en Afrique, les gens vont se rabattre sur l'intégrisme et le problème du terrorisme va avoir des fécondités en Afrique. Mais on revient sur le même problème. Le problème de légiférer aurait pu résoudre certains conflits, certains problèmes, certains litiges sur le continent. D'après vous, comment accélérer cette légifération? Nous sommes en train d'accélérer le processus de légiférer.
Moi, en tant que président, je ne fais que ça. Depuis un an aujourd'hui, je me suis engagé auprès des pays signataires du protocole pour qu'ils puissent ratifier. Mais je voulais dire ici... Y a-t-il un calendrier, une deadline? Il faut être clair que s'il y a un retard, ce n'est pas parce que les pays veulent faire obstacle au Parlement panafricain. Je crois que ce retard est juste dû au processus en vigueur dans chaque État en matière de ratification des instruments juridiques. Il y a eu, certes, un calendrier. Il était convenu qu'en 2017, le Parlement consultatif allait être dissous, mais je vais présenter un amendement au prochain sommet de l'Union africaine pour proroger ce délai en 2018 et qu'on puisse dissoudre le présent Parlement en 2018 et mettre en place un Parlement législatif. Et je crois que d'ici 2018, la quasi-totale, les 28 signatures, nous les aurons déjà eues. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur Roger Kodondang. Je rappelle que vous êtes le président du Parlement panafricain. Je vous remercie, madame. Au Soudan du Sud, le climat politique reste fragile. Les rivalités entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar accentuent le risque d'un conflit civil à grande échelle. Cette situation alarmante perturbe l'approvisionnement des produits essentiels, à l'instar de la nourriture. Les précisions de Deo Gracias Okpodo. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit environ 40% de la population, sont aujourd'hui sous la menace d'une insécurité alimentaire dans le plus jeune État du continent. Parmi les principales causes, les tensions politiques et la sécheresse qui ont fortement impacté l'économie du pays. Les combats qui opposent les forces loyalistes du président Salva Kiir aux rebelles alliés à son vice-président Riek Machar ont fait fuir les opérateurs économiques, notamment des commerçants ougandais et kenyans qui étaient au cœur de l'importation de nourriture dans le pays. Une situation qui inquiète de plus en plus les Nations Unies qui craignent une guerre civile. La détérioration de l'économie et le conflit de plus en plus fragmenté avec des nuances ethniques que nous voyons ont placé le Soudan du Sud sur une pente potentiellement glissante. Le risque d'un conflit civil pourrait rendre l'objectif de cohésion nationale presque impossible à atteindre. Mercredi 16 novembre 2016, les Nations Unies avaient appelé tous les protagonistes de la crise politique au sens de la responsabilité. Un accord de paix entre les deux camps rivaux avait suscité des espoirs en 2015, mais de récents combats ont replongé le pays dans une situation d'instabilité. J'ai perçu tous les signes qui indiquent que la haine ethnique et le harcèlement des civils pourraient évoluer en génocide si rien n'est fait maintenant. J'exhorte le Conseil de sécurité et les États membres de la région à s'unir pour agir. Sur proposition des États-Unis, l'ONU a proposé, jeudi 17 novembre 2016, un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui entravent les efforts pour l'instauration d'une paix durable. Pas sûr que l'initiative soit approuvée par tous, mais en attendant à Juba et d'autres villes du pays, la situation socio-économique demeure alarmante. Les transporteurs de denrées alimentaires sont régulièrement victimes d'embuscades mortelles par des groupes armés, provoquant ainsi une hausse vertigineuse de l'inflation. Selon le Bureau sud-soudanais des statistiques, les prix de certaines céréales ont explosé de plus de 1000% depuis le mois de juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.